Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo concernant la fissuration progressive. Donc après avoir vu comment les sollicitations multiples qu'on infligeait à une pièce pouvaient créer des défauts, eh bien on va voir maintenant comment ces défauts vont se propager dans la pièce jusqu'à sa rupture. Pour commencer, nous allons définir des nouveaux paramètres parce que vous allez le voir, quand on parle de fissuration progressive, c'est un petit peu différent de la fatigue. Donc on a comme avant un spectre de contraintes en fonction du temps. On va avoir d'abord une première montée, et puis après une descente qui va nous mettre en compression. Qu'est-ce qui se passe quand on a une fissure? C'est un petit peu différent que lorsqu'on n'a pas de défaut dans la pièce. Lorsqu'on va tirer, donc en traction, on va avoir une ouverture de la fissure. Et puis lorsqu'on va comprimer, on va avoir une fermeture de la fissure. Et ces deux actions, compression et traction, vont avoir un impact. Donc dans notre cas, on ne va pas utiliser la demi-amplitude de contrainte sigma comme avant, mais on va utiliser delta S qui est l'intervalle de contrainte entre S max et S min. On peut définir aussi comme avant R qui est S min sur S max. Et puis, à partir de là, on va devoir utiliser la formule de Griffiths pour partir sur les facteurs d'intensité de contrainte critique, delta K, qui, comme auparavant en fissuration normale, est égal à un facteur F, qui dépend de la géométrie de la fissure, fois l'amplitude delta S de contrainte, fois racine de pi a. Et on définira delta K comme K max moins K min, ce qui ressemble très fortement à ce qu'on avait avec delta S. Et puis R, eh bien, comme tout se simplifie, il va correspondre au R qu'on avait avant en contrainte, donc ça va être K min sur K max. Donc le but maintenant, ça va être de mesurer cette vitesse de fissuration, dA sur dN, A étant la longueur de fissure et N le nombre de cycles. Donc on va avoir des millimètres d'avancement de fissure par cycle, on va prendre le logarithme de ça, et on va avoir des valeurs typiques qui sont entre 10-7 et 10-2. On va mesurer cette vitesse de fissuration en fonction de delta K, donc la variation du facteur d'intensité de contrainte, en mégapascal par racine de mètre. Et comme valeur typique, on peut dire qu'on va généralement être entre 5 et 100. On va obtenir une courbe lors de cette mesure qui a trois parties. Une partie centrale délimitée par ces deux pointillés rouges dans laquelle on a quelque chose qui est linéaire. Et puis en dessous de ça, on aura une partie où il ne se passe pas grand-chose, où il y a particulièrement un seuil. En dessous de ce seuil qu'on va appeler delta KTH pour threshold, la fissure n'avance quasiment pas. Par contre, de l'autre côté, pour les grands delta K, eh bien là on va avoir une vitesse très grande, une propagation de fissure très rapide, et c'est une zone qu'il faudra absolument éviter. Maintenant, on va parler de M. Paris qui a donné son nom à une loi qui permet de décrire cette partie linéaire. Dans les années 1960, Paul Paris a découvert expérimentalement la loi qui porte maintenant son nom. Elle donne dA sur dN comme proportionnelle à delta K à la puissance n fois une constante. C'est donc une loi de puissance qui relie la vitesse de fissuration, dA sur dN, en millimètres par cycle, à l'amplitude de variation de contrainte, ou plus précisément l'amplitude de variation du facteur d'intensité de contrainte, delta K. Il y a deux facteurs qui dépendent du matériau, C et M, qu'on peut trouver expérimentalement. Ce qui est important dans cette loi, c'est que si on dessine la vitesse de fissuration en log par rapport à delta K, aussi en log, eh bien on va obtenir une droite. Et cette droite va avoir une pente M. Et maintenant, si on imagine qu'on a une contrainte donnée et qu'on la double, eh bien évidemment, dans ce cas-là, delta K va aussi doubler. Et la vitesse de fissuration va être multipliée par un facteur 2 à la puissance m. Donc elle va augmenter beaucoup plus vite que delta K. Si on donne ici quelques valeurs pour des aciers, C est dans des unités barbares de millimètres par cycle divisé par
des mégapascales racine de mètre à la puissance m, on a pour un acier ferrito-perlitique une constante C qui est assez petite, environ 7 fois 10-9, et une valeur de m qui vaut 3. Martensitique, on voit que la pente est moins grande, 2,25, et pour les aciers austénitiques, on a une pente qui est un petit peu plus grande, de 3,25. Alors dans ce cas-là, si on double la contrainte, eh bien, la vitesse de propagation de fissure dans un acier austénitique sera multipliée par 10,6, ce qui est quand même vraiment beaucoup. D'autant plus que quand vous avancez la fissure, la longueur de fissure devient plus grande, donc delta K augmente lui aussi, parce que delta K, je vous le rappelle, est proportionnel à la variation de contrainte fois racine de pi fois la longueur de fissure. On a donc un double effet d'amplification avec une loi de puissance. Donc on le voit sur ces courbes expérimentales de dA sur dN en fonction de delta K, pour le même acier allié, il y a un effet de R qui est visible en fait parce que plus R tend vers 1, plus les courbes sont décalées vers la gauche. Donc à droite, on a les courbes pour R égale moins 1 en traction-compression, et à gauche, les courbes qui sont uniquement en traction. Donc plus on est en traction, plus le matériau se fissure vite pour un delta K donné. Donc évidemment, ça va être un problème parce que nous, on aimerait pouvoir utiliser les courbes qu'on a, les valeurs expérimentales qu'on a pour évaluer la durée de vie de matériaux dans différents cas de sollicitation, donc dans différents R. Et pour cela, on va pouvoir utiliser, comme on l'a fait aux exercices, la relation de Walker, qui va nous donner un paramètre qui permet de faire ce transfert. Et cet effet de R, on va utiliser la relation de Walker pour le corriger. Donc Walker, il écrit un delta K qu'il appelle bar et qui est valable pour R égale 0. Et en fonction de ça, il va exprimer un nouveau delta K pour tout R. Et il s'est rendu compte qu'il fallait corriger en divisant delta K par 1 moins R à la puissance 1 moins gamma. Et ce gamma, c'est son nouveau paramètre. Et grâce à ça, il va pouvoir combiner toutes les valeurs de R ensemble. Et puis grâce à ça, il va pouvoir trouver une règle qui fonctionne pour toutes les valeurs de R. Alors évidemment, si on pose R égale 0, on trouve que delta K bar est égal à delta K. Ce qu'on s'attend parce que delta K bar est donc valable pour R égale 0. Grâce à ça, on va pouvoir réécrire la loi de puissance, dA sur dN, égale C0 fois delta K à la puissance m. Et puis, on va avoir une nouvelle constante qui est C0 et qui est définie pour R égale 0. Et puis, ce qui est important de voir, c'est que là, de nouveau, la vitesse de fissuration, dA sur R, dN, est exprimée comme une loi de puissance de delta K à la puissance n. Donc on a retrouvé une loi de puissance. Il y a 2-3 choses qui changent par rapport à la loi de puissance qu'on avait avant, c'est-à-dire la loi de Paris. La première chose, c'est le préfacteur, qui avant c'était juste un C, mais maintenant c'est un C0, donc C pour R égale 0, qu'il va falloir corriger en le divisant par 1 moins R à la puissance m fois 1 moins gamma. Par contre, le delta K, il reste à la puissance m. Donc on a une nouvelle expression pour C0 en fonction de C, ou vice-versa. Et ce qu'on remarque, et qui est très important de remarquer, c'est qu'on va avoir dans le graphe dA sur dN, en fonction de delta K, des droites qui vont avoir la même pente, parce que l'exposant M est toujours le même. Par contre, il va y avoir une autre intersection avec l'axe Y, parce qu'on voit que C et C0 vont dépendre pas seulement de M, mais aussi de gamma. Donc on peut procéder à une validation expérimentale de cette relation de Walker, par exemple ici pour un alliage d'acier. Et puis pour le faire, on va dessiner dA sur dN, mais en fonction de delta K bar. Donc comme ça, on devrait avoir tous les points qui vont avoir la même pente, indépendamment du R qu'ils ont. Et vous voyez ici, on a différents points qui correspondent à des valeurs de R allant de moins 1 jusqu'à 0,7. Donc tout le monde suit la même pente avec une ligne M, c'est ce qu'on montre ici. Par contre, il y a une petite finesse, vous voyez, pour les ratios R qui sont négatifs, c'est-à-dire quand on a des sollicitations qui sont en traction-compression, eh bien, dans ce cas-là, il faut prendre une valeur de gamma qui est égale à 0. Alors si vous le faites, et puis que vous remplacez ça dans les équations précédentes, vous vous rendrez compte que ça veut dire
que delta K bar est égal à K max, ce qui revient à dire que ce qui se passe en compression ne nous intéresse pas ou que seule l'attraction compte. Alors cette remarque, elle est valable en particulier pour les matériaux fragiles, mais ce n'est pas le cas forcément pour les matériaux ductiles. Et par exemple, si vous prenez un acier très ductile, eh bien, vous allez devoir utiliser une valeur de gamma non nulle, par exemple 0,22, lorsqu'on a R qui est inférieur à 1. Et R va aussi avoir un impact sur le seuil à partir duquel les fissures commencent à se propager, donc delta KTH. Donc on voit ici, si on plotte delta KTH en fonction de R, on a une partie où on a une relation linéaire, et puis quand on va vers les valeurs où on a de la compression, on a un seuil que j'ai dessiné ici en rouge. Alors que veut dire cette progression? Ça veut dire que pour les grands R, par exemple proche de 1, la fissure grandit déjà pour de petits delta K. Donc il y a moins besoin de la solliciter pour qu'elle grandisse. Et puis si R est plus petit, eh bien la fissure grandira seulement si les sollicitations sont assez grandes, donc si delta K est assez grand. Donc on l'a vu précédemment avec les différentes classes d'acier, austénitique, ferritoperlitique et martensitique. La vitesse de propagation de la fissure en fonction de delta K, elle va dépendre un peu de la classe de matériaux. Alors, dans certaines classes de matériaux, on reste constant, mais quand on passe d'une classe à l'autre, la constance diffère un peu. Et sur ce graphe ici, vous voyez que en fait, si on divise delta K par le module de Young et qu'on redessine la loi de Paris pour différents types d'alliages, donc par exemple ici pour des aciers, mais aussi pour des aluminiums et des alliages de titane, eh bien, on a au-dessus d'une certaine vitesse la plupart des points expérimentaux qui sont groupés sur la même ligne. Ce qui tend à dire que lorsqu'on divise delta K par E, eh bien, on a un comportement qui est en général assez comparable pour tous les matériaux métalliques. Donc grâce à ça, on va pouvoir calculer la durée de vie d'une pièce qui contiendrait une fissure. Et pour ça, on va utiliser une des fonctions qu'on a vues précédemment, la loi de Paris, parce qu'on l'a vu, elle donne la vitesse de propagation de la fissure, dA sur dN, avec deux variables qui sont delta K et R, qui correspondent en fait aux sollicitations qu'on applique à cette pièce. Donc le nombre de cycles, on va pouvoir le trouver en inversant la formule précédente, donc dN sur dA, ça va être égal à 1 sur la fonction de delta K et de R. On peut utiliser la loi de Paris, mais on peut utiliser aussi, par exemple, la fonction de Walker pour cette fonction de delta K et de R. Donc si on dessine dN sur dA en fonction de A, eh bien, on va avoir une courbe qui descend très rapidement, comme vous le voyez ici. Et puis, donc, ça veut dire que si on remultiplie maintenant le tout par dA, eh bien, on va avoir à gauche de l'équation le terme dN qui sera égal à dA sur f de delta K et de R. Donc évidemment là on peut intégrer, et en intégrant dN, eh bien, on va trouver le nombre de cycles, ce qui sera exactement aussi égal à l'air sous la courbe qu'on a à droite. Et puis il va falloir intégrer la partie de droite de l'équation, donc on va devoir intégrer AI dA sur f entre la longueur de fissure initiale et la longueur de la fissure finale. Alors on voit ici la longueur de la fissure initiale et puis la longueur de la fissure finale. Et on voit que l'aire de la courbe, elle dépend beaucoup plus de la longueur de la fissure initiale que de la longueur de la fissure finale. La longueur de la fissure finale, on peut la trouver parce qu'elle est définie en statique par Griffiths. Mais par contre, on voit que si on bouge un petit peu cette taille de longueur de fissure finale, ça ne change pas beaucoup l'air sous la courbe. Donc ça ne change pas beaucoup la durée de vie. Donc quand on veut faire un bon calcul de durée de vie, ce qu'il faut faire, c'est vraiment connaître précisément la longueur de fissure initiale. Et puis évidemment ça c'est pas forcément facile parce que ça va dépendre des moyens qu'on a pour faire des contrôles non destructifs de la pièce. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse me faire vos commentaires par email.